y a d'abord l'enfance, avec ses moments qui font rire, ses moments qui font grandir. Puis vient l'adolescence, avec les premiers pas de danse, les premiers choix et leur sens. Enfin, voici l'âge adulte, celui de l'amour scellé dans une union sacrée, gravée à jamais et faite pour durer. En tout cas, jusqu'à ce qu'elle soit brisée par la mort. Le 26 décembre 1961, au Royaume-Uni, vient au monde une enfant nommée Claire. Si le nourrisson ne possède pas de nom de famille, c'est parce que ses parents biologiques l'ont délaissé. Dès ses premières respirations, il semble que son parcours de vie soit semé d'embûches. Cependant, les événements ne prendront pas une telle tournure, puisque Betty et Charles Morris, un couple vivant dans le Kent, adoptent l'enfant. Elle ne le sait pas encore, mais Claire, désormais Claire Morris, vient de voir sa destinée changer profondément. Plutôt que de sillonner les orphelinats, où les conditions de vie peuvent y être rudes, elle bénéficiera de l'amour inconditionnel de ses parents adoptifs. Les Morris sont à l'aise financièrement, et bien que l'argent ne fasse pas le bonheur, cela assure un certain confort matériel. Et puis Claire ne restera pas longtemps la seule fille de la famille, puisqu'un petit frère, lui aussi adopté, viendra compléter le tableau de la famille Morris. Le parcours scolaire de Claire est idéal. Étant scolarisée au sein d'une école privée, elle parvient à réaliser de très bonnes études et à se faire de nombreux amis, la conduisant sur la voie de la réussite. Au bout de son parcours universitaire, la voici diplômée et prête à se lancer dans sa carrière d'infirmière dont la spécialisation porte sur les soins oculaires. Claire mène une vie paisible. Il manque cependant un dernier ingrédient afin qu'elle soit totalement comblée, l'amour. Nous sommes en 1991. Claire est âgée de 29 ans lorsqu'elle participe à une fête entre amis. Ce moment festif est un peu différent, puisqu'elle y rencontre un homme charmant, beau et qui paraît correspondre en tout point aux attentes de Claire. Cet homme, c'est Malcolm Webster, âgé de 32 ans et originaire de Londres. Le coup de foudre est immédiat. La complicité entre ces deux personnes est évidente, si bien que rapidement après leur rencontre, l'homme est invité chez les Morris afin de faire leur rencontre. Malcolm est apprécié de la famille de Claire, même si Betty, la mère, n'est pas aussi emballée que les autres en raison de paroles familières que Malcolm a tenues à son égard. Mais après tout, il s'agit de l'homme dont sa fille est amoureuse, elle peut donc passer outre ces petits détails pour le bonheur de Claire. Malcolm est également infirmier. Durant sa relation avec Claire, il obtient une opportunité professionnelle qui nécessite un déménagement de Londres où le couple vit actuellement à Aberdeen en Écosse où se situe le nouveau poste proposé. Claire n'hésite aucunement à suivre son petit ami avec qui elle s'entend si bien, dans la mesure où elle n'éprouvera aucune difficulté à occuper un nouvel emploi une fois en Écosse. Sur place, tout se déroule à merveille. Claire pratique en tant qu'infirmière, le couple partage une vie pleine et au bout de 2 ans de relation, Malcolm finit par poser le genou à terre. Le 3 septembre 1993, Claire et Malcolm se marient à Aberdeen dans une magnifique ambiance. La jeune femme est aux anges, la voici définitivement comblée, elle qui attendait ce moment depuis si longtemps. Les voici désormais officiellement engagés pour la vie et leur relation continue à être idyllique. Quelque temps plus tard, Claire éprouve une fatigue physique récurrente, un épuisement qu'elle n'explique pas, si ce n'est peut-être par son travail pouvant être exigeant ou bien les derniers événements chargés en émotions avec le déménagement et le mariage. Quoi qu'il en soit, la jeune femme disparaît de la circulation, ne voyant plus ses amis et leur donnant à peine des nouvelles puisqu'elle passe son temps à dormir. Au bout de quelques jours, il est évident que la source de fatigue n'est pas simplement due à une surcharge de travail ou bien aux émotions vécues auparavant. La cause est certainement autre. Claire prévoit donc de se rendre chez un médecin. Le 27 mai 1994, Malcolm doit absolument déposer un rapport médical sur son lieu de travail.
Il est minuit à ce moment, mais il n'a pas le choix. Le rapport doit être livré en urgence. Seulement, Claire n'étant pas en bonne forme physique depuis plusieurs jours à présent, Malcolm ne souhaite pas la laisser seule au domicile afin d'éviter tout accident. Ils décident mutuellement qu'il serait moins risqué qu'ils aillent tous les deux à l'hôpital où travaille Malcolm plutôt que de se séparer plusieurs heures. Le mari installe sa femme confortablement dans la voiture en la couvrant avec une couverture et s'assure par ailleurs qu'il y a suffisamment d'eau pour qu'elle s'hydrate régulièrement. Enfin, ils prennent la route en pleine nuit pour leur destination. Le trajet se passe bien. Claire est fatiguée, mais rien de grave à signaler. Simplement, après quelques kilomètres, Malcolm constate qu'il a oublié une partie du rapport. Il est donc contraint de faire demi-tour. Dans la précipitation, l'homme ne prend pas le chemin habituel pour rentrer, mais passe sur une route de campagne plus étroite et sinueuse qui complique la conduite, qui se fait dans la pénombre de la nuit. Soudainement, le phare d'une moto apparaît en plein milieu de la chaussée. Le deux roues s'apprête à percuter frontalement le véhicule du couple lorsque Malcolm braque brusquement dans le but de sortir la voiture de sa trajectoire et d'éviter un accident mortel. Le véhicule dévale violemment un talus, puis est stoppé net par un tronc d'arbre. Malcolm est secoué, il n'est plus lucide et peine à s'extraire de la voiture totalement déséquilibré. Il aperçoit Claire inconsciente. Il se dirige donc du côté passager pour tenter de l'extraire. Mais la carlingue froissée empêche Malcolm d'y parvenir. Il abandonne donc et part à la recherche d'une aide précieuse. Mais l'homme est en mauvais état. Il ne parvient pas à rester debout. Le voici à quatre pattes, presque inconscient sur la route, lorsqu'un nouveau véhicule approche. Le conducteur s'arrête, remarquant la scène dramatique et la voiture dans le fossé. Il descend donc et accourt vers Malcolm, tentant d'obtenir des informations sur l'accident ainsi que son état de santé. Malcolm, difficilement, explique qu'il a dû s'écarter de la route à cause d'une moto. Dans la foulée, l'homme lui demande s'il y a une autre personne dans la voiture. Proche de perdre connaissance, Malcolm ne répond pas, puis indique qu'il est seul. Il est clair, au vu de son état et de la difficulté qu'il a pour se concentrer sur les questions qui lui sont posées, qu'il a subi une commotion cérébrale. Entre-temps, une autre passante rejoint les deux hommes. Tandis que la voiture de Malcolm prend feu, cette dernière pose à nouveau la question. Y a-t-il une autre personne dans la voiture ? Malcolm continue de dire que celle-ci est vide. Les flammes engloutissent le véhicule. Claire, toujours inconsciente à l'intérieur de l'habitacle, brûle vive et décède carbonisée ce 27 mai 1994 sous les yeux de 3 personnes, dont son mari. Le corps de la jeune femme ne pourra être identifié que bien plus tard grâce aux dents restantes sur sa dépouille. Malcolm, quant à lui, est amené d'urgence à l'hôpital. Il passe une batterie de tests médicaux qui ne révèlent finalement aucune lésion grave. Seules des blessures superficielles sont rapportées, mais il sera tout de même surveillé à l'hôpital 7 jours durant. D'un point de vue psychologique, l'homme est totalement dévasté. À peine 8 mois après le mariage avec sa femme, voici qu'il doit l'enterrer alors que la tournure des événements semblait être des plus agréables pour le couple, un véritable coup dur de la vie. L'effroyable nouvelle est annoncée à Betty, la mère de Claire, qui est bouleversée par la disparition prématurée de son enfant. Elle craint d'ailleurs que Malcolm n'était pas assez prudent sur la route, un accident ayant déjà failli survenir quelques semaines auparavant. Une sortie de route avait été évitée de très peu par Malcolm, qui avait foncé dans un buisson, évitant le pire et une chute potentiellement mortelle dans un ravin. Quelques jours après l'accident, une amie de Claire se rend au domicile du couple afin de récupérer des affaires pour Malcolm, toujours hospitalisé. Cette amie est aussi infirmière. C'est pour cette raison qu'elle fut surprise lorsqu'elle aperçut dans la maison 3 bouteilles contenant un médicament permettant de lutter contre les crises d'épilepsie. Ni Claire, ni Malcolm n'étant touchés par de telles crises, elle ne comprend pas pourquoi ce médicament se trouvait chez eux. Et les deux étant infirmiers, après tout, il n'est pas surprenant de trouver toutes sortes de remèdes à leur domicile. Pendant le rétablissement de Malcolm, le cadavre de Claire est examiné par le médecin légiste qui va déterminer la cause du décès.
Les équipes scientifiques de la police ont relevé que le choc de la voiture contre le tronc d'arbre a déclenché un incendie au sein du moteur. Cet incendie est effectivement ce qui a causé la mort de Claire, selon le médecin légiste. La thèse du tragique accident est confirmée et les funérailles de Claire Maurice, organisées par sa famille, qui apporte tout le soutien nécessaire à un mari encore sous le choc de ce terrible événement. En décembre 1994, les mois se sont écoulés depuis la triste disparition de Claire. Malcolm, quant à lui, a fini par faire le deuil de son épouse et prend la décision de quitter le Royaume-Uni afin de poursuivre sa vie à plusieurs milliers de kilomètres de là, en Arabie Saoudite. L'homme souhaite un nouveau départ. Il se fait embaucher dans une société spécialisée dans la création de logiciels à destination des hôpitaux. Au sein de cette entreprise, il crée des liens avec plusieurs collègues et connaissances qui deviennent des amis en fin de compte. C'est ainsi qu'en mai 1996, Malcolm est invité à une petite sauterie organisée par son nouveau cercle d'amis. Ces derniers, qui sont au fait des mésaventures que l'homme a connues avant son arrivée sur sa nouvelle terre d'accueil, ont en réalité une idée derrière la tête avec l'organisation de cette fête. Felicity Drum, l'une des participantes au dîner entre amis, est célibataire. Certains pensent donc qu'elle et Malcolm pourraient tout à fait être compatibles, ce qui mettrait fin à leur célibat respectif. Felicity est originaire de Nouvelle-Zélande. Infirmière de profession, elle a fait le choix de partir s'installer en Arabie Saoudite pour une question financière, en bénéficiant de la fiscalité clémente du pays, afin de se constituer des réserves pécuniaires pour son avenir. Ceci implique une concentration maximale sur son travail, ne laissant que peu de place à une potentielle romance avec une autre personne. Grâce à ce dîner, voici donc qu'elle rencontre Malcolm. Au premier contact, Felicity est charmée par un homme qui la fait beaucoup rire, mais dont l'intelligence lui permet également d'aborder de nombreux sujets en profondeur, laissant le débat et la réflexion ouverts. L'attrait est réciproque pour Malcolm, qui est véritablement séduit par Felicity qui semble partager beaucoup de points en commun avec lui, si bien qu'à la fin de la fête, Malcolm franchit le pas et invite la femme à sortir. Cette nouvelle histoire d'amour démarre très bien, les deux personnes s'entendent à merveille et passent 8 magnifiques mois à se côtoyer. L'entente est quasiment parfaite, laissant présager un mariage envisagé d'abord, puis planifié. Le couple quitte l'Arabie Saoudite et rejoint la patrie de Felicity, la Nouvelle-Zélande, où il s'installe dans la ville d'Auckland. La famille de la future épouse rencontre l'homme qui est aussitôt intégré au sein de la cellule familiale, comme s'il en avait toujours été un membre à part entière. Le 26 avril 1997, voici le plus heureux des jours pour Felicity et Malcolm, puisqu'ils se marient avant de s'en aller pour une lune de miel fabuleuse. Et la féerie du moment ne sera que de courte durée, puisqu'après un dîner en bord de mer, le couple se rend à l'hôtel pour y passer le reste de la nuit. Simplement, Felicity s'endort pour un sommeil qui durera 36 heures. En tout cas, c'est ce qu'elle croit. La femme, choquée de la durée de son somme, demande à Malcolm pourquoi l'a-t-il laissé dormir si longtemps. Seulement, son mari lui indique qu'elle n'a pas dormi 36 heures d'une traite et qu'elle s'est levée à plusieurs reprises avant de retourner se coucher, une attitude dont visiblement Felicity n'a aucun souvenir. Et peu importe, étant infirmière, elle sait pertinemment qu'un tel comportement est anormal. Elle ne perd donc pas plus de temps et se rend chez un médecin afin d'obtenir un diagnostic. Elle décrit donc ce qu'elle a vécu, notamment cette phase de 36 heures dont elle n'a pas réellement gardé de souvenir, et ajoute un autre élément. Tous les aliments qu'elle mange ont, depuis ce moment, un goût désagréablement amer. Selon le médecin, il n'y a pas lieu de s'affoler. Le mariage, le déménagement et la lune de miel sont des événements stressants, pouvant perturber l'esprit humain et créer des phénomènes physiques de cette ampleur. Par ailleurs, les examens commandés par le médecin, afin de s'assurer qu'aucune pathologie n'affecte Felicity, ne révèlent pas de dysfonctionnement chez la femme. Pourtant, quelques semaines plus tard, Felicity réalise une prise de sang qui permet de découvrir un grave problème au niveau du foie. L'organe est en piteux état,
ce qui ne devrait pas être le cas pour une femme de son âge sans antécédents médicaux. Inquiète, Felicity prévoit d'approfondir la question, ce qu'elle ne fera pas immédiatement cependant, puisque le couple s'apprête à quitter la Nouvelle-Zélande pour le Royaume-Uni et Aberdeen, où il planifie de s'installer. Finalement, à force de repousser continuellement, Felicity ne s'attarde plus sur la question de son foie qui se dégrade pourtant. D'une part, parce que le déménagement au Royaume-Uni est stressant, nécessitant de préparer énormément de choses. Et d'autre part, Felicity obtient une heureuse nouvelle, la voici enceinte. Une grossesse qui, de façon surprenante, ne plaît pas du tout à Malcolm. L'homme ne souhaite pas avoir d'enfant, notamment parce que celui-ci coûterait cher durant 18 ans et qu'il n'a pas envie de voir ses réserves d'argent rognées par un bambin. Après de multiples et longues discussions à ce sujet, Malcolm finit par reconnaître que c'est un heureux événement. Il était simplement surpris d'une telle annonce alors même que le couple n'avait pas discuté d'avoir une progéniture. Avec la grossesse en cours, Felicity doit régler ses soucis de santé qui perdurent. Elle dort toujours beaucoup, éprouve des difficultés ponctuelles au niveau de son élocution et parfois rencontre des problèmes d'équilibre. Elle organise un nouveau rendez-vous chez un médecin. Une nouvelle fois, le diagnostic fait corroborer la dégradation de l'état de santé de Felicity avec son haut niveau de stress lié à tout ce qui se déroule dans sa vie actuellement. L'anxiété n'est d'ailleurs pas prête de redescendre lorsqu'elle rentre du travail et découvre sa maison en flammes. Heureusement, Malcolm est déjà sur place avec les pompiers qui se chargent de sauver ce qu'ils peuvent du logement. Même si une grande partie des affaires du couple est désormais partie en fumée, notamment tous les documents importants de Felicity qui se trouvaient dans son sac. Quelque temps plus tard, Felicity découvre dans les affaires de Malcolm son permis de conduire qu'elle pensait englouti par l'incendie. Mais apparemment, son mari avait réussi à sauver cette pièce d'identité sans l'avoir prévenu pour autant. En mai 1998, la grossesse de Felicity arrive à son terme. Voici que vient au monde Edward Webster, le premier enfant du couple. Avec cette naissance, un nouveau déménagement est planifié. Malcolm, Felicity et Edward reprennent tous les trois la direction de la Nouvelle-Zélande où la famille Drum sera d'une aide précieuse pour l'éducation de l'enfant. Lors de l'organisation de ce déménagement compliqué d'un point de vue logistique, le couple place ses biens dans un entrepôt permettant d'y entasser les meubles les plus encombrants avant de les transporter à l'autre bout de la planète. Malheureusement, un nouvel incendie se déclenche à l'entrepôt. Et cette fois-ci, personne ne peut arrêter les flammes qui consument l'ensemble des biens de la famille. Cette perte matérielle sera compensée par l'assurance qui couvre ce genre de risque. Au passage, Malcolm tentera de gonfler l'addition en annonçant qu'il y en avait pour 90 000 € de capital stocké dans l'entrepôt, lorsqu'en réalité, il n'y en a que pour 70 000 € environ, somme que l'assureur versera par ailleurs sur le compte commun du couple. Cette péripétie n'empêche pas la famille Webster de se rendre en Nouvelle-Zélande comme cela était prévu. Malcolm et Felicity trouvent une maison spacieuse où ils pourraient passer des jours heureux avec leur enfant. Et le confort a un coût. Par conséquent, Malcolm met en vente sa maison en Écosse, tandis que Felicity pioche dans les économies qu'elle avait accumulées lors de son passage en Arabie Saoudite afin de payer l'acompte nécessaire pour réserver le bien. Une nouvelle difficulté se dresse face au couple. Malcolm ne parvient pas à vendre sa maison, ce qui signifie qu'il ne peut pas verser sa part de l'acompte pour le moment, n'ayant pas les fonds suffisants. Cette situation angoisse Felicity, qui ne souhaite pas rater le bien de ses rêves, mais il faut patienter et espérer que Malcolm obtienne l'argent rapidement. Durant ce laps de temps, la maison que le couple souhaite acquérir prend feu. Les dégâts ne sont pas majeurs et sont réparés ne faisant pas perdre l'intérêt des époux à l'égard de la propriété. À quelques jours d'intervalle, Felicity, qui dort dans la maison de ses parents, qui accueille la famille le temps de débloquer la situation du nouveau logement, est réveillée par un bruit au milieu de la nuit. Lorsqu'elle ouvre les yeux, elle aperçoit Malcolm, qui se tient à côté d'elle, déjà éveillé. Paniquée par le vacarme,
Elle demande à son mari de descendre contrôler que tout va bien au rez-de-chaussée. Malcolm, quant à lui, n'est pas spécialement intrigué par ce bruit et indique qu'il ne s'agit certainement de rien de grave et souhaite se rendormir. Felicity insiste, forçant Malcolm à descendre. Le mari parcourt la maison afin de trouver l'origine du bruit, puis découvre dans une pièce un fauteuil en train de brûler. Le feu est vif, Malcolm et le père de sa femme enjoignent toutes les personnes présentes dans la maison de quitter les lieux aussitôt. Par la suite, les deux hommes se chargent d'éteindre le feu qui ne réduira pas en cendres la maison, mais causera suffisamment de dégâts pour rendre le domicile inhabitable. C'en est trop pour Felicity qui souhaite une stabilité dans sa vie. Elle annonce à Malcolm qu'elle va avancer les frais afin de réaliser le paiement de l'acompte, mais qu'elle souhaite le faire le plus rapidement possible. Le couple monte dans leur voiture, prenant la direction de l'agence dans le but de régler les derniers détails. Lors du trajet, Malcolm explique à Felicity que la direction de la voiture est défaillante. Il sent que le véhicule part de gauche à droite et inversement sans qu'il ne puisse contrôler quoi que ce soit. Il devient de plus en plus difficile de maintenir la trajectoire de la voiture. Felicity est affolée. Malcolm perd tout contrôle. La voiture fonce droit vers un fossé où elle s'engouffre. Le mari sort de la voiture. Il se dirige vers le coffre lorsque Felicity tente de faire de même. Malcolm lui crie de rester à l'intérieur de l'habitacle. Elle ne respecte pas la consigne qui lui a été donnée. Elle souhaite coûte que coûte se rendre à l'agence afin d'obtenir la maison. Elle discute avec Malcolm d'un moyen qui permettrait de se rendre à l'agence malgré leur accident. Quand soudainement, son époux place sa main sur sa poitrine et crie qu'il fait une attaque cardiaque. L'homme s'écroule. Felicity contacte immédiatement une ambulance et croise les doigts pour que les secours arrivent à temps. Ce qui est le cas, Malcolm est pris en charge. Enfin, à temps n'est pas réellement le bon terme, dans la mesure où il n'a jamais fait de crise cardiaque selon les médecins qui estiment que le stress de la sortie de route et de l'achat de la maison semble être la véritable explication. Sur son lit d'hôpital, Malcolm s'excuse auprès de sa femme d'avoir empêché la vente ce jour. Felicity est triste, mais le délai court toujours et le couple a encore une chance d'obtenir cette maison après laquelle il court depuis des semaines. Et pour une fois, les événements basculent en faveur de la famille Webster puisque Malcolm annonce qu'il dispose des fonds pour acheter la maison. Pour fêter ça, Felicity, Malcolm et leur bébé décident de faire un pique-nique. Et puisque Malcolm au volant signifie mort au tournant, c'est Felicity qui conduit la voiture. Son mari se tient à côté d'elle sur le siège passager et lui donne régulièrement de l'eau, s'assurant qu'elle soit bien hydratée. Et puis voilà tout. Lorsque Felicity se réveille, elle se trouve dans la voiture, côté passager. Elle est seule, apparemment au milieu d'une forêt. Il semblerait que ce soit la fin d'après-midi, l'environnement s'assombrissant. Elle n'a aucune idée du moyen par lequel elle s'est retrouvée à cet endroit qui lui est inconnu par ailleurs. En observant autour de la voiture, elle aperçoit Malcolm qui s'éloigne en tenant le landau de leur enfant. Au même moment, son téléphone portable se met à sonner. Au bout du fil, voici son père qui, froidement, lui dit de rentrer immédiatement à la maison sans écouter ce que Malcolm lui dirait. Confuse, après ce coup de téléphone aussi étrange qu'inquiétant, elle sort de la voiture en appelant Malcolm. L'homme apparaît surpris que sa femme l'appelle, et sa première réaction est de demander comment se fait-il qu'elle soit debout, avant d'annoncer qu'il avait l'intention de faire une promenade avec le bébé et qu'elle doit se rendormir. Mais Felicity n'a aucune intention d'écouter son mari et lui indique que son père lui a dit de rentrer quoi qu'il arrive. À cette annonce, Malcolm semble mal à l'aise. Il transpire, puis se rapproche de sa femme. Une fois à sa hauteur, il la prévient que son père va raconter des sottises à son sujet et sur l'argent de sa femme. Mais de façon étrange, il ne détaille pas ses dires, puis s'éloigne en marchant le long de la route avant de disparaître. Felicity rejoint son père, qui lui annonce alors que son époux, Malcolm, lui a dérobé jusqu'au moindre centime sur son compte, soit l'équivalent de 220 000 €. Une information choquante dans la mesure où Felicity a travaillé si dur pour obtenir ses économies et qu'il s'agit de la personne qu'elle aime avec qui elle a eu un enfant qui l'a dépouillée. Pourtant,
ce n'est là que la partie émergée de l'iceberg. En rentrant chez elle, la femme fouille toutes les affaires de son époux. Elle commence par son ordinateur portable où elle met la main sur des emails échangés entre Malcolm et un agent immobilier. Il apparaît que Malcolm avait pour projet de retourner s'installer à nouveau au Royaume-Uni avec sa famille. Lorsque l'agent immobilier demande la composition de cette famille, seuls Malcolm et son fils Edward sont mentionnés. À aucun moment, le nom de Felicity n'apparaît. D'ailleurs, les billets d'avion étaient déjà réservés. Et là encore, l'épouse n'a pas sa place sur le vol. Il est clair que Malcolm joue un double jeu, dans lequel aucun avenir avec sa femme n'est envisagé. Les découvertes ne s'arrêtent pas là, puisque Felicity déniche une mallette dont le contenu fait encore monter un peu plus le désarroi. Voici 9 polices d'assurance d'un montant approximatif de 2 millions d'euros, une somme astronomique. Toutes les polices d'assurance portent sa signature. Bien sûr, elle n'a jamais souscrit à tout ça, et la signature a été falsifiée, certainement par Malcolm. Il semblerait qu'il a utilisé son permis de conduire, qu'il avait sauvé des flammes, souvenez-vous, sur lequel sa signature était apposée afin d'apprendre à la reproduire. Tous les biens de Malcolm sont passés au peigne fin, dont sa voiture, dans laquelle se trouvent de nombreux bidons d'essence ainsi que du papier journal, soit le nécessaire parfait pour un pyromane. À cet instant, Felicity réalise ce qu'elle n'acceptait pas jusque-là. Malcolm, son propre mari, a tenté à plusieurs reprises de la tuer, et la dernière tentative remonte à quelques heures lorsqu'elle était inconsciente dans la voiture. Pire, il se pourrait bien que Felicity ne soit pas sa première victime. Elle sait, pour la première femme de Malcolm qui a péri dans un accident de voiture, et si son père ne lui avait pas téléphoné, elle aurait certainement été la suivante. Un heureux hasard que le père de la femme, ayant eu des doutes au fil du temps vis-à-vis de son beau-fils, se soit décidé à fouiller ses affaires, découvrant ainsi des relevés bancaires et la fraude dont a été victime sa fille. Il en a conclu que cet homme ne courait qu'après l'argent de sa fille et qu'elle était donc potentiellement en danger. Et Felicity ne peut pas simplement se contenter d'hypothèses et parvient à convaincre Malcolm de la rencontrer sur un parking. Un rendez-vous évidemment très dangereux compte tenu le déroulement des événements des derniers temps. Durant cette rencontre, Felicity expose à Malcolm qu'elle a tout découvert, chose à laquelle l'homme répond « Je t'ai donné un fils, une bonne vie, tu serais morte heureuse ». Une phrase qui fait froid dans le dos, mais qui confirme l'hypothèse selon laquelle elle vient de réchapper à un meurtre prémédité. Sans perdre plus de temps, après avoir quitté le parking, Felicity se rend au commissariat afin d'y faire sa déposition. Elle mentionne la première femme de Malcolm, ainsi que les faits dont elle a été victime, en espérant que la police pourra mettre la main sur cette personne démoniaque. L'affaire est cependant compliquée, les faits sont graves, mais surtout, ils prennent une dimension internationale, impliquant un meurtre et une tentative de meurtre sur plusieurs territoires, ce qui engage plusieurs juridictions. La résolution de ces crimes se complexifie encore un peu lorsque les autorités néo-zélandaises apprennent que Malcolm Webster a fui le pays, leur laissant plus qu'une option, prévenir leurs homologues écossais. Et en Écosse, il a déjà été conclu à un accident. La police britannique n'a pas l'intention de rouvrir cette enquête. Malcolm Webster, malgré sa sombre personnalité et des actes odieux déjà commis dans 2 pays différents, reste un homme libre. Il devient intéressant de se pencher sur la personne qu'est Malcolm. Il est le fils d'Alexander Webster, un officier de police de la ville de Londres, et Odette Blewett, une infirmière. Le couple a 3 enfants, Ian, l'aîné, ainsi que des jumeaux, Caroline et donc Malcolm. À la naissance de ces derniers, en 1959, Odette décide de prendre en main leur éducation et de leur consacrer tout son temps. Alexander, quant à lui, fait carrière au sein de la police, au point d'atteindre, après plusieurs années de labeur, un haut rang de la police métropolitaine de Londres en dirigeant notamment le département des fraudes de celle-ci. Bien que je vienne de vous peindre un profil de famille qui a tout pour être heureux, en réalité, la vie à la maison des Webster est stricte, de la volonté principalement du père Alexander. Odette également, malgré le temps faramineux qu'elle alloue à sa progéniture,
peut être dur par moments, sans pour autant maltraiter ses enfants. Dans le quartier, il reste une famille comme une autre, même s'ils avaient une pratique un peu étrange. Alexander, le père, avait une sorte de phobie. Il ne pouvait pas utiliser les toilettes de la maison dès lors qu'il y avait une présence humaine à l'intérieur. Ceci signifie qu'à chaque moment où le père de famille devait réaliser ses besoins, Odette, ainsi que les enfants, étaient obligés de sortir du logement. Je vous laisse imaginer les soirs de repas indiens. Quoi qu'il en soit, la vie de la famille Webster est ponctuée de petits incidents de la sorte, mais cela n'empêche pas les enfants de bénéficier d'une excellente éducation au sein de bonnes écoles privées. Seulement, le parcours scolaire de Malcolm, contrairement à celui de son frère et de sa sœur, est chaotique. À 15 ans, il cesse de se rendre à l'école et n'a donc aucun diplôme, aucune qualification. Il faut dire que le comportement du jeune homme n'est pas conventionnel. Il n'a pas d'amis et n'en cherche pas d'ailleurs, mais le manque d'attention de la part de ses parents crée chez lui un manque affectif qu'il souhaite combler. Afin d'attirer les regards sur lui, le garçon use d'une méthode surprenante en s'évanouissant régulièrement. C'est avec ce procédé qu'il espère obtenir la sympathie d'autrui. Bien entendu, ce n'est pas le cas. Les personnes qui l'entourent trouvent cette attitude étrange. Un autre stratagème pour que l'attention se concentre sur sa personne est de mentir fortement. Il n'hésite pas à annoncer à qui veut l'entendre qu'une tumeur au cerveau le ronge et qu'il pourrait bientôt perdre la vie. Enfin, depuis son plus jeune âge, Malcolm est attiré par le feu. Observer des objets être lentement consumés par les flammes est une activité qui l'obsède, voire qui l'hypnose. Il détenait une petite réputation dans son quartier où il allumait régulièrement des feux, rassemblant ainsi les autres enfants curieux du voisinage. Durant sa jeunesse, Malcolm outrepasse la loi à plusieurs reprises pour des délits mineurs certes, mais n'est jamais inquiété. Il faut croire que d'avoir un proche, son père, qui plus est haut placé dans la police, est un avantage indéniable dans ce genre de situation. Ainsi, à 15 ans, et sans véritable avenir, Malcolm tente une formation d'infirmier qui, contre toute attente, va se dérouler correctement, lui permettant d'exercer cette fonction. La personnalité du jeune homme étant ce qu'elle est, sa première expérience professionnelle est loin d'être un succès. Alors qu'il trouve un emploi au sein d'une maison de retraite, il sera licencié peu de temps après suite à des soupçons de cambriolage dans l'établissement. Des objets appartenant à l'hospice étant découverts régulièrement chez un prêteur sur gage du coin. Une nouvelle fois, bien que seuls des soupçons pèsent sur Malcolm, il est renvoyé, mais pas poursuivi, certainement du fait de la place qu'occupe son père dans la police. Avec toutes ces casseroles derrière lui, et après le mystérieux suicide de sa dernière petite amie dont les circonstances restent inconnues, il est temps pour Malcolm de voyager. 10 ans durant, il traverse de nombreux pays, mais il fera un arrêt un peu plus long aux Émirats Arabes Unis, dans la ville d'Abu Dhabi. Là-bas, il décroche un emploi dans un hôpital. Au bout de 6 mois cependant, le voici surveillé de près par la direction de l'établissement. 3 enfants, tous âgés de moins de 6 ans, sont décédés. Ils avaient une chose en commun, être sous la garde de l'infirmier Malcolm Webster. Chaque décès est rapporté par ce même infirmier, ce qui met la puce à l'oreille des superviseurs de l'hôpital. Seulement, malgré les soupçons, il n'y a pas de preuves tangibles pour incriminer l'employé. D'une part, il travaille aux soins intensifs où le taux de décès élevé est expliqué par la condition physique des personnes présentes dans cette section de l'établissement médical. Par ailleurs, les corps aux Émirats sont rapidement enterrés, les autopsies n'ayant lieu que très rarement, ce qui empêche d'obtenir des détails plus approfondis sur la cause du décès. Or, une autopsie aurait certainement démontré des taux d'insuline anormaux chez ces enfants puisqu'il semble que Malcolm s'amusait à tester les effets de cette hormone sur lui-même, et très certainement donc sur ses pauvres petites victimes. Car même s'il est impossible de démontrer sa culpabilité, il est sommé de quitter le pays. Et surtout, encore une fois, voici que son père intervient dans cette affaire, ce qui laisse une grande place au doute sur l'innocence de Malcolm dans cette affaire. Notez que, si Malcolm Webster était réellement à l'origine de la mort de ses enfants, nous aurions affaire à un tueur en série, puisque quelques mois plus tard, de retour au pays, il rencontre sa première femme, Claire Morris, dont vous connaissez à présent le destin.
Malcolm vient donc d'échapper de peu à une arrestation en Nouvelle-Zélande, étant suffisamment chanceux également après que les autorités écossaises ont refusé la réouverture de l'enquête le concernant. Voici donc le meurtrier coulant des jours paisibles dans la petite ville d'Oban en Écosse. La situation ne va pas rester statique pourtant. L'élément déclencheur à toute cette affaire est la sœur de Felicity, Jane. Effectivement, cette dernière a évoqué l'histoire de Malcolm avec un enquêteur de la ville d'Oban nommé Charles Henry. Jane explique que l'homme est une personne dangereuse, détaillant son passé en Nouvelle-Zélande, mais surtout, afin de piquer suffisamment la curiosité du policier, lui raconte aussi la mésaventure de sa première femme. L'officier de police tend l'oreille aux éléments apportés par cette femme, puisqu'il connaît Malcolm Webster. Quelques mois auparavant, il a déjà été interpellé après avoir dérobé à peu près 4000 € dans un magasin de pêche du coin. Aucune poursuite n'ayant été engagée dans la mesure où l'homme avait finalement rapporté l'argent, personne ne souhaitait se lancer dans une procédure judiciaire pour si peu. Désormais, la police d'Oban surveille Malcolm, sans réellement pouvoir agir autrement puisqu'il ne dispose pas d'éléments probants pouvant conduire à une arrestation. Cependant, il se renseigne et conclut définitivement que l'homme est un danger, d'autant plus que le voici à nouveau fiancé. À moins d'être placé derrière les barreaux, ce prédateur continuera de semer la mort sur son chemin. Avec les informations à la disposition de la police, il est impensable de laisser la nouvelle fiancée de Malcolm dans l'ignorance, sa vie étant en jeu. Par conséquent, des officiers se rendent chez elle afin de discuter du sujet. Lorsqu'il sonne, Simone Banuji ouvre la porte sans savoir qu'elle allait, ce jour, être confrontée à l'horrible vérité. Simone a rencontré Malcolm à l'hôpital où ils travaillent tous les deux. La femme avait la ferme intention d'acquérir une maison avec un budget d'environ 350 000 €. Tandis qu'elle parcourt les annonces à la recherche de son bonheur, elle sent une présence derrière elle. C'est Malcolm Webster. L'homme lui dit que la maison sur l'annonce est une belle propriété, qu'il sait reconnaître les bonnes occasions, puisque dans le passé, il fut un agent immobilier, ce qui est bien entendu un énorme mensonge. C'est ainsi que le premier contact s'est fait entre les deux personnes, qui ont commencé, au gré des semaines et des mois, à tisser une relation de plus en plus intime. Malcolm n'hésitant d'ailleurs pas à mettre en avant le fait qu'il était veuf de sa première femme Claire, pleurant toutes les larmes de son corps lorsque son nom est évoqué. Il indique à Simone qu'il n'a pas pu avoir d'enfant avec sa première épouse, mais qu'à présent, le voici prêt. Le couple partage de beaux moments, ils s'entendent bien et l'avenir semble radieux. Ce bonheur sera brisé quelques semaines plus tard lorsque Malcolm apprend qu'il est touché par un cancer au stade le plus avancé. Malcolm et Simone ne vivent pas sous le même toit, mais la femme est déterminée à aider autant que possible son compagnon à travers cette terrible épreuve. L'homme lui annonce d'ailleurs que sa seule présence lui permet de se sentir mieux. Ceci convainc donc Simone d'emménager avec Malcolm et a pour effet de faire passer un cap supplémentaire à leur relation. Malcolm doit se rendre en dehors de la région pour subir la chimiothérapie, un traitement lourd afin d'augmenter ses chances de survie. Un jour, alors qu'il se rend à l'une de ces séances, il envoie à Simone une photo de lui-même totalement chauve. Une autre image montre les traces de perfusion et la forte perte de poids qu'il connaît. Un véritable crève-cœur pour Simone, qui voit son amour augmenter encore pour l'homme. Finalement, en 2006, ils prennent la décision mutuelle de se transmettre leur patrimoine respectif en cas de décès, marquant ainsi la profonde affection qu'ils éprouvent l'un envers l'autre. Cependant, Simone ne verra jamais ces documents, mais dans une croyance aveugle, elle n'a aucune raison de douter de son compagnon. D'ailleurs, Malcolm demande Simone en mariage, qui n'a absolument pas besoin de réfléchir avant de dire oui à celui qu'elle admire. Car c'est bien une admiration qu'elle porte à son égard. Il est drôle, intelligent et même héroïque. Lorsqu'à l'hôpital, il a repéré un départ de feu dans une poubelle et l'a stoppé. Notez que, durant son traitement, une chimiothérapie, on le rappelle, Malcolm n'a jamais cessé de travailler. Il n'a pris aucun jour de congé ou d'arrêt maladie. Et d'ailleurs, il n'en avait pas besoin, puisqu'a priori son état s'améliore, à tel point qu'il propose à Simone de partir en vacances. Sauf que ce que Malcolm ne sait pas, c'est que la police l'observe depuis bien longtemps désormais.
Et ce que Simone ignore, les officiers, eux, le savent. La police suit Malcolm depuis des semaines. Il découvre qu'il ment à propos de son cancer en phase terminale. Il s'agit d'une grande mascarade. Ses cheveux ainsi que ses poils ne sont pas tombés à la suite des effets secondaires de la chimiothérapie, mais bien parce qu'il se les est rasés lui-même. Les marques de perfusion également sont de l'esbrouf. Il s'est planté des aiguilles dans le bras afin de paraître crédible. Quant à sa perte de poids, il a simplement suivi un régime alimentaire dans le but de rendre son apparence plus squelettique. Cela ne s'arrête pas là. Malcolm, lors de ses déplacements, bien entendu, ne se présente pas dans un établissement médical. Il prend en réalité du bon temps avec d'autres femmes à qui il ment également. S'il peut se permettre tout ceci, c'est grâce à l'argent qu'il a escroqué à Felicity il y a quelques mois seulement auparavant. Sans gêne, il a même payé la bague de fiançailles de Simone avec cet argent. À ce stade, la police sait que si Simone part en vacances avec Malcolm, il est certain qu'elle perdra la vie. Afin d'éviter une nouvelle victime, ils entrent en contact avec elle, qui est abasourdie par les dires des officiers qui, même s'ils sont incroyables pour elle, paraissent très crédibles. Confuse, elle décide de confronter Malcolm directement. Lorsqu'elle le fait, l'homme devient pâle, son comportement change du tout au tout, il prépare un sac de voyage devant elle, puis s'en va, comme si de rien n'était. Les policiers, bien sûr, gardent l'homme sous étroite surveillance. Simone est totalement dévastée. L'amour de sa vie n'était qu'un mirage, un mensonge si gros qu'elle s'en veut. Bientôt pourtant, elle n'éprouvera plus rien à son égard. Elle découvre dans la pièce où elle se trouve des gilets de sauvetage, ceux qu'ils auraient dû amener sur le bateau pour les vacances prévues. L'un d'entre eux semble avoir été saboté, ne plus être fonctionnel, et seule une personne avait accès à ces gilets, Malcolm. Un frisson parcourt son échine. Simone vient d'échapper miraculeusement à une mort certaine. Même si la police vient de sauver la vie de Simone en la prévenant, ils n'ont pas d'éléments matériels pour stopper Malcolm. En tout cas, jusqu'à ce qu'ils réexaminent des restes de Claire Morris, la première femme de l'homme. Un morceau du foie de Claire a été conservé après analyse. Il s'avère que l'organe de cette dernière contient un fort taux de thémazépam, un sédatif permettant de s'endormir. Or, jamais Claire ne s'est vue prescrire un tel médicament. En revanche, ce fut le cas de Malcolm, qui en obtint après en avoir réclamé suite à des douleurs au dos l'empêchant d'avoir des nuits complètes. Cet élément crucial, ajouté au travail phénoménal de recoupement de la police d'Auban, permet l'ouverture d'un procès à l'encontre de Malcolm Webster. Le 1er février 2011, Malcolm Webster comparaît devant la Haute Cour de justice de Glasgow pour le meurtre de sa femme Claire Morris et la tentative de meurtre sur Felicity Drum. Simone et Felicity se présentent au procès, apportant ainsi leurs précieux témoignages permettant de dessiner la véritable personnalité monstrueuse de Malcolm. Pour autant, l'homme ne semble pas impressionné et maintient son innocence. Il continue d'affirmer que la mort de Claire est un accident et qu'il a quitté Felicity puisque cette dernière était psychologiquement instable. Énormément d'éléments sont présentés au cours de ce procès, qui est le plus long de l'histoire en Écosse. Ce qui fera pencher la balance, bien sûr, c'est la démonstration du meurtre de Claire Morris. La nuit de l'accident, Malcolm affirme qu'il n'y a personne dans le véhicule accidenté, se faisant passer pour une personne commotionnée. Les tests médicaux réalisés a posteriori démontrent qu'il n'a subi aucune commotion. La sortie de route, quant à elle, n'a pas été brusque, contrairement à ce que dit Malcolm. Il insiste sur le fait qu'une moto était sur le point de percuter le véhicule frontalement. Mais le contraire est prouvé, puisqu'une telle sortie de route aurait nécessairement laissé des traces sur le goudron, ce qui n'est pas le cas. Malcolm a placé le véhicule hors de la route, créant une mise en scène. Par la suite, il a aspergé d'essence la voiture avant d'y mettre le feu. Ce n'est pas le moteur qui aurait déclenché l'incendie comme les premiers policiers l'ont laissé entendre. Malcolm a littéralement brûlé vive Claire après l'avoir droguée au thémazépam durant tout le trajet.
Un bidon d'essence, d'ailleurs, a été retrouvé ce soir-là, proche de la voiture, partiellement fondu par le feu du véhicule. Certains agents de police ont souhaité approfondir ce point, mais l'affaire a semble-t-il été étouffée. Ce soir-là, il est démontré que le père de Malcolm a passé des coups de téléphone à des personnes en charge de cette enquête. Par la suite, le mari a perçu 210 000 € de l'assurance vie de Claire qu'il a aussitôt dépensé en 6 mois seulement, chose qu'il fit également avec l'argent dérobé à Felicity. Le jury, avec cette liste colossale d'éléments, doit rendre son verdict. Après 4 heures de délibération, Malcolm est reconnu coupable de tous les chefs d'accusation portés contre lui, notamment le meurtre de Claire Morris et la tentative de meurtre de Felicity Drum. Malcolm Webster est condamné à une peine d'emprisonnement à vie accompagnée d'une sûreté de 30 ans. Il n'est pas possible de relier Malcolm à d'autres meurtres, mais les enquêteurs sont convaincus que Claire n'est pas la seule victime du monstre. Il n'est pas démontré non plus que son père a couvert les agissements de son fils, et le doute reste permis au vu de la tournure des événements. Notez que sans la ténacité de Felicity et sa famille, ni celle de Charles Henry, cet inspecteur qui a décidé d'écouter cette histoire, Simone serait peut-être morte et Malcolm Webster encore libre. Voici pour cette horrible histoire. Si vous avez tout de même passé un bon moment en ma compagnie, n'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche. Vous trouverez également dans la description de cette vidéo tous mes réseaux sociaux. Je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à très bientôt. Ciao.